J'ai 31 ans. Je travaille dans l'exploitation pour une entreprise de logistique. Un boulot stable, sans fioritures. Je loue un appartement correct. Je paye mes factures à temps. Je ne suis pas riche, mais je ne galère pas non plus. Ma copine, Chloé, a 28 ans. Nous étions ensemble depuis un peu moins de 2 ans. Elle bosse dans le marketing. Elle est très sociable. Un grand cercle d'amis, des groupes WhatsApp, des brunchs, des anniversaires qui s'étalent sur tout le week-end. De l'extérieur, on avait l'air d'aller bien. Pas de grosses scènes de ménage, pas d'infidélité à ma connaissance. On voyageait un peu, on voyait nos amis respectifs, on évoquait vaguement l'avenir sans rien sceller. Mais il y avait toujours ce petit truc avec elle. Une façon qu'elle avait de me parler quand d'autres personnes étaient là. Comme si je faisais partie du décor, et non de la distribution principale. Elle avait l'habitude de me reprendre en public. Des petits trucs, sa façon de raconter une histoire, mes vêtements, ma prononciation. Si je bronchais, elle souriait et disait « Détends-toi, je t'aide, c'est tout ». Ses amis riaient. Je laissais couler. Je me disais que c'était inoffensif. Vendredi soir, c'était l'anniversaire de son amie Léa. C'était dans un bar du centre-ville, bruyant, bondé, le genre d'endroit où il faut se pencher pour se parler et où tout le monde fait un peu son show. Je suis arrivé à l'heure, j'ai apporté un cadeau, j'ai payé ma tournée, j'ai tout fait comme il faut. Au bout d'une heure, Chloé était déjà un peu pompette et faisait son spectacle. J'étais à côté d'elle pendant qu'elle racontait une histoire sur un ex qui dirige maintenant une start-up. Un de ses amis a plaisanté en disant que Chloé sortait toujours avec des mecs au-dessus. C'est laquelle m'a regardé droit dans les yeux, a ricané et a dit « Enfin, pas toujours ». Les gens ont ri. Je l'ai senti passer, mais je suis resté silencieux. Quelques minutes plus tard, quelqu'un a dit quelque chose sur les relations et Chloé a fait un geste de la main et a lancé « Honnêtement, il ne sera jamais vraiment à mon niveau ». Elle m'a fixé et a dit « Tu ne seras jamais assez bien pour moi, mais c'est pas grave ». C'était fort. Tout le monde a entendu. La salle n'a pas explosé et n'est pas devenue silencieuse comme dans les films. C'était pire que ça. Quelques personnes ont ri. D'autres ont détourné le regard. Quelqu'un a lâché un « Ah ouais », quand même à voix basse. Chloé restait là, souriante, comme si elle venait de placer le coup parfait. Je me souviens avoir pensé que si je réagissais sous le coup de l'émotion, je ressemblerais exactement au mec qu'elle décrivait. Défensif, petit, lui donnant raison. Alors, je n'ai pas élevé la voix. Je ne l'ai pas insulté en retour. Je ne suis pas parti en trompe tout de suite. Je l'ai juste regardé et j'ai dit « Tu as raison ». Ça l'a prise au dépourvu. Son sourire a vacillé. Elle s'attendait clairement à une dispute ou du moins à un discours de victime. Au lieu de cela, j'ai hoché la tête comme si elle venait de corriger une erreur de calcul. J'ai pris ma veste sur la chaise, j'ai mis mon téléphone dans ma poche et j'ai dit « Bon anniversaire Léa ». Une voix calme, un volume normal. Chloé a ri et a dit « Attends, tu fais ton mélodrame là ». J'ai répondu « Non, je suis d'accord avec toi ». Puis je suis sorti. Je n'ai pas claqué la porte. Je ne me suis pas retourné. J'ai marché jusqu'à ma voiture, je suis monté et je suis resté assis 1 minute, moteur éteint, laissant le bruit s'évacuer de ma tête. Puis je suis rentré chez moi. Sur le trajet du retour, mon téléphone a vibré plusieurs fois. J'ai ignoré. Je n'étais pas en colère. C'était ça le plus bizarre. Je me sentais lucide, comme si quelque chose qui flottait dans ma tête s'était enfin mis en place. À la maison, j'ai posé mes clés, je me suis versé un verre d'eau et je me suis assis sur le canapé. Je ne lui ai pas envoyé de message. Je n'ai rien posté. Je n'ai pas répété de discours. Vers minuit, mon téléphone a recommencé à s'allumer. Pas de Chloé. De numéros que je connaissais, ses amis. Les mêmes personnes qui avaient ri. Les mêmes personnes qui avaient tout entendu. C'est là que les choses ont pris un tournant auquel je ne m'attendais pas du tout. Le premier message venait d'une de ses amies à qui je parlais à peine. Camille, on avait dû échanger peut-être 5 phrases en 2 ans. Elle disait « Est-ce que ça va ?» Je n'ai pas répondu tout de suite. Puis un autre message est arrivé de Julien, un des gars du groupe. Il a dit « Mec, c'était dur.
Tu ne méritais pas ça. Puis Léa elle-même a envoyé un texto. Elle a dit, je suis vraiment désolée pour ce qui s'est passé. Je ne savais pas qu'elle allait dire ça. C'est là que j'ai réalisé que ça ne se passait pas comme Chloé l'avait probablement prévu. J'ai finalement répondu à Camille en disant simplement, oui, ça va, je suis rentrée. Elle a répondu presque immédiatement, tant mieux, parce que ce n'était pas correct. On est tous restés un peu figés. Julien a enchaîné avec quelque chose qui m'a marqué. Il a dit, elle dit des trucs comme ça depuis un moment, mais ce soir, c'était la première fois qu'elle te le disait en face. J'ai demandé ce qu'il voulait dire. Il y a eu une pause, comme s'il hésitait à franchir une ligne. Puis il a dit qu'elle parlait de moi comme d'une situation temporaire, comme quelqu'un qu'elle fréquentait en attendant que quelque chose de mieux se présente. La plupart d'entre nous pensions que tu étais au courant. J'ai fixé mon téléphone pendant un long moment après ça. D'autres messages sont arrivés. Des personnes différentes, le même thème, des excuses, des explications maladroites, des variantes de on pensait que tu étais dans le délire ou on ne pensait pas qu'elle le dirait tout haut. Un message de Léa a été le plus percutant. Elle a dit qu'après mon départ, Chloé avait pété un plomb. Elle disait que je l'avais affiché en partant et que je prouvais son point de vue en étant peu sûr de moi. Léa lui a dit que non, que j'avais prouvé le contraire, que j'avais géré ça mieux que n'importe qui dans cette pièce. Apparemment, ça n'a pas été bien pris. Chloé a d'abord essayé d'en rire. Puis elle est devenue défensive. Puis elle est devenue méchante. Elle a commencé à dire que j'avais de la chance qu'elle sorte avec moi, qu'elle essayait de me faire monter en gamme, que je devrais lui être reconnaissant pour sa franchise. Léa lui a dit que si c'était vraiment ce qu'elle ressentait, elle aurait dû garder ça pour elle ou rompre avec moi au lieu de m'humilier. Selon Léa, c'est à ce moment-là que toute la salle s'est retournée contre elle. Chloé est partie peu après, furieuse, seule. Je n'ai pas répondu à Chloé du tout cette nuit-là. Elle m'a envoyé un message à 2h17 du matin. Elle a dit, « Tu vas vraiment m'ignorer pour une blague ?» Je me suis endormi. Je me préveillai le lendemain matin avec un mur de textos de Chloé. Elle oscillait violemment entre la colère et la culpabilité. D'abord, elle disait que j'avais surréagi. Puis, que je l'avais abandonnée. Puis, que je l'avais humiliée devant ses amis. Puis elle a dit qu'elle était désolée si j'étais blessé, mais que je devais me forger une carapace. Ce dernier message m'a tout dit. J'ai répondu une fois, une seule. J'ai dit, on doit parler plus tard, pas par message. Elle m'a immédiatement appelé. J'ai laissé sonner. Je n'étais pas prêt à l'entendre essayer de réécrire la réalité en direct. Au lieu de cela, j'ai fait ma journée. Courses, salle de sport, lessive, des trucs normaux. Ça m'a ancré. Chaque fois que mon téléphone vibrait, je le vérifiais calmement. Pas de pic d'anxiété, pas d'envie de tout réparer. Vers le milieu de l'après-midi, Camille a encore écrit. Elle a dit que Chloé pétait un câble sur le groupe WhatsApp, disant que les gens l'avaient trahi, qu'ils auraient dû la soutenir, que j'étais manipulateur de partir en silence au lieu de discuter. Camille a dit quelque chose qui est resté. Elle a dit, quand tu es parti, ça a forcé tout le monde à vraiment entendre ce qu'elle a dit. Si tu avais crié, ça se serait transformé en un drame habituel. Mais le fait que tu sois d'accord avec elle a rendu impossible de prétendre que c'était une blague. Ça me semblait juste. En début de soirée, Chloé a finalement envoyé un message différent, plus court, plus calme. Elle a dit, « Est-ce qu'on peut se voir ce soir ? Je me sens mal. » J'ai accepté qu'elle vienne chez moi. Je voulais un terrain neutre où je pourrais mettre fin à la conversation si nécessaire sans avoir à faire un sac. Elle est arrivée vers 19h, les yeux bouffis, pas maquillée, les bras croisés comme si elle se protégeait. Elle a commencé par « Je ne voulais pas dire ça comme ça ». Je lui ai demandé ce qu'elle voulait dire alors. Elle a dit qu'elle était frustrée, qu'elle avait l'impression de porter la relation, qu'elle voulait que je sois plus ambitieux, que les mecs de ses copines avaient tous des situations plus avancées. Je lui ai demandé pourquoi elle avait dit ça devant tout le monde. Elle a répondu, « Parce que tu n'écoutes pas quand je te dis les choses en privé. » Ce n'était pas vrai. Mais je n'ai pas discuté. Je lui ai juste posé une question, « Si tu crois vraiment que je ne serai jamais assez bien pour toi, pourquoi sors-tu avec moi ?» Elle n'a pas répondu tout de suite. Elle a commencé à pleurer à la place. Elle a pleuré pendant quelques minutes sans rien dire.
Pas de gros sanglots, juste des larmes silencieuses et une respiration superficielle. Je suis resté assis et je l'ai laissé faire. Je ne l'ai pas touché. Je ne me suis pas précipité pour la rassurer. Je voulais voir ce qui venait après l'émotion. Quand elle a enfin parlé, elle a dit qu'elle se sentait coincée. Qu'elle aimait des parties de moi, mais qu'elle avait peur de se contenter de peu. Qu'elle voyait ses amis sortir avec des gars ayant de plus grandes carrières et des vies plus trépidantes, et que ça la faisait paniquer. Elle a dit qu'elle n'avait jamais voulu me blesser. Que c'était sorti tout seul. Je lui ai dit calmement quelque chose que je n'avais jamais dit auparavant, tu n'as pas à gérer ton insécurité en me rabaissant. Elle m'a regardé comme si cette idée ne l'avait jamais effleurée. J'ai expliqué que l'ambition n'est pas quelque chose que l'on obtient en faisant honte à quelqu'un. Le respect n'est pas quelque chose qu'on impose par la menace, et l'amour n'inclut pas de compter les points en public. Elle a essayé de pivoter. Elle a dit qu'elle était juste honnête. Que les couples devaient se pousser l'un l'autre. Que je déformais ses propos. Je l'ai arrêté et j'ai dit, ce n'est pas une question de mots. Tu m'as dit que je ne serais jamais assez bien pour toi. Je choisis de te croire. Ça l'a frappé plus fort que tout le reste. Elle m'a demandé si je rompais. J'ai dit, je suis déjà parti. Ce soir, c'est juste de la logistique. Ça l'a remise en colère. Elle a dit que j'étais froid. Que les vraies relations se battent. Que partir était lâche. Je lui ai dit que rester quand quelqu'un te dit qu'il te voit comme inférieur n'est pas de la maturité. C'est de l'abandon de soi. On est resté assis en silence après ça. Enfin, elle a demandé ce que je voulais. J'ai dit que je voulais récupérer mes clés et avoir de l'espace. Elle a pris ses clés sur le comptoir sans discuter et les a posées. Puis elle a demandé si c'était vraiment fini. J'ai dit oui. Elle est partie peu après. Pas de cris, pas de grande scène, juste un ressentiment silencieux. Après son départ, mon téléphone a encore vibré. C'était Léa. Elle a dit, je veux juste que tu saches. Après ton départ, beaucoup d'entre nous ont réalisé qu'on l'a laissé parler de toi comme ça depuis des mois. Ton départ a rendu ça impossible à ignorer. C'est à ce moment-là que j'ai pleinement compris ce que le fait de partir avait provoqué. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec un dernier message de Chloé. Un seul, pas de paragraphe, pas d'excuse, juste une seule ligne, je n'aurais jamais pensé que tu partirais vraiment. J'ai fixé le message quelques secondes, non pas parce que j'étais tenté de répondre, mais parce que cette phrase confirmait chaque conclusion à laquelle j'étais déjà parvenu. Elle n'était pas choquée de me perdre. Elle était choquée de perdre le contrôle de la dynamique. Je n'ai pas répondu. Je l'ai bloqué. Téléphone, réseaux sociaux, applis de messagerie, tout. Pas d'annonce, pas d'avertissement, juste un silence net. Je ne le faisais pas pour la punir. Je le faisais parce que rien de productif ne vient après que quelqu'un vous a dit qu'il ne s'attendait jamais à des conséquences. Le calme qui a suivi m'a semblé délibéré, mérité. Plus tard dans la journée, des messages de ses amis sont revenus. Camille a dit que Chloé partait en vrille, postant des stories vagues, les supprimant, demandant pourquoi personne ne prenait de ses nouvelles, se plaignant que je l'avais ghostée. Je n'ai pas répondu à ça non plus. Julien a envoyé un dernier message qui comptait vraiment. Il a dit, honnêtement, mec, la bloquer était la meilleure chose à faire. Elle essaie de transformer ça en un récit où tu l'as abandonné. Mais la vérité, c'est que tout le monde a entendu ce qu'elle a dit. Il n'y a aucune version où ça s'efface. Apparemment, après que je l'ai bloqué, Chloé a essayé d'avoir des nouvelles via d'autres personnes, demandant ce que je faisais, si j'étais triste, si je sortais déjà avec quelqu'un. Léa a coupé court immédiatement et lui a dit qu'elle devait assumer ce qu'elle avait fait au lieu de sous-traiter les retombées. Ça m'a surpris, mais ça m'a aussi montré qu'il y avait vraiment de l'intégrité dans ce groupe. Ce que le fait de la bloquer a fait était simple. Ça a mis fin au spectacle. Plus de public, plus de réactions, plus de réécriture de l'histoire en temps réel, juste la réalité là où elle l'avait laissée. Et pour la première fois depuis cette nuit-là, j'ai ressenti quelque chose de proche du soulagement. Environ une semaine après l'avoir bloqué, l'onde de choc social m'a finalement atteint d'une manière à laquelle je ne m'attendais pas. Pas par du drame, mais par l'absence. Je suis sorti boire un verre avec un collègue un jeudi soir. Un bar différent, plus calme. Pendant qu'on était là, je suis tombé sur Léa et deux autres du cercle de Chloé.
Pas de tension, pas de théâtre, juste une demi-seconde de gêne où on a tous capté la situation et décidé comment la gérer. Léa m'a serré dans ses bras, juste un câlin normal. Puis elle a dit, « Je suis contente de voir que tu vas bien. » L'un des autres a dit qu'honnêtement, ils s'étaient tous sentis mal par rapport à cette soirée. Ils m'ont dit que Chloé avait essayé de se justifier après coup. Elle disait qu'elle était ivre. Que c'était sorti de son contexte. Que j'étais trop sensible. Mais le problème, c'est qu'elle répétait la même idée en privé. Qu'elle méritait mieux. Qu'elle se sacrifiait. Que je devrais être reconnaissant qu'elle soit restée. À un moment donné, une de ses amies lui a posé une question simple, « Si tu crois ça, pourquoi étais-tu avec lui ?» Apparemment, Chloé n'avait pas de réponse pour eux non plus. Léa m'a dit autre chose d'important. Elle a dit, « Quand tu es sorti sans faire de scène, ça a forcé tout le monde à décider qui ils allaient être à ce moment-là. » Rire avec elle ou reconnaître que c'était mal. Beaucoup de gens n'ont pas aimé ce que ce choix a révélé sur eux-mêmes. Cela expliquait le changement. Chloé a arrêté d'être invitée à certaines choses. Pas intentionnellement, juste discrètement. Les gens étaient fatigués de gérer son humeur, fatigués d'être des figurants dans sa quête de validation. La soirée au bar n'a fait qu'accélérer quelque chose qui était déjà là. Je suis rentré chez moi après ce verre en me sentant plus léger que je ne l'avais été depuis des mois. Non pas parce qu'elle subissait des conséquences, mais parce que je voyais enfin la relation clairement de l'extérieur. Je ne manquais de rien. J'étais pratique. Ce qui est pratique s'use dès que vous arrêtez de jouer le jeu. Je ne l'ai pas débloqué. Je n'ai pas vérifié ses profils. J'ai laissé le silence faire ce que les conversations n'auraient jamais pu accomplir. Une autre semaine a passé. Aucun contact, pas de rechute. C'était nouveau pour moi. Lors de mes ruptures passées, j'avais toujours eu besoin de vérifier, d'arrondir les angles, de m'assurer que personne ne me détestait. Cette fois, je n'ai rien ressenti de tout cela. Ce que j'ai ressenti, c'est le recul qui s'installait. Une fois le bruit arrêté, j'ai commencé à rejouer des petits moments que j'avais ignorés. La façon dont elle me présentait différemment selon les gens. Avec mes amis, j'étais son copain, mais avec les siens, j'étais juste sa situation actuelle. La façon dont les compliments étaient toujours à double tranchant. Tu es mignon pour quelqu'un qui ne fait pas vraiment d'efforts. Tu serais génial si tu avais juste un peu plus de niaque. J'avais accepté tout cela comme des frictions normales. Je me disais que les relations demandaient du travail. Ce que je faisais réellement, c'était m'ajuster vers le bas pour qu'elle soit à l'aise. Camille m'a réécrit vers cette période. Elle a dit que Chloé était toujours en colère, mais plus contre moi. Contre le groupe. Elle se sentait exposée. Elle se sentait jugée. Elle n'arrêtait pas de dire que tout le monde s'était retourné contre elle pour une seule erreur. Camille a dit quelque chose de brutalement calme, ce n'était pas le commentaire. C'est le fait que tu l'as enfin cru. Ça résumait tout mieux que n'importe quoi d'autre. J'ai croisé Chloé une fois par accident au supermarché. Un rayon différent, un bref contact visuel. Elle avait l'air de vouloir dire quelque chose. J'ai fait un signe de tête et j'ai continué à marcher. Pas d'hostilité, pas de supériorité, juste fini. Ce moment a compté plus que n'importe quel discours que j'aurais pu faire parce qu'il nous a montré à tous les deux que la version de moi qui resterait et absorberait le manque de respect n'existait plus. Je ne suis pas parti pour lui donner une leçon. Je suis parti parce que j'ai enfin écouté. L'histoire ne s'est pas terminée par des excuses dramatiques ou un coup à ma porte tard dans la nuit. Elle s'est terminée comme la plupart des choses réelles, tranquillement, définitivement. Quelques semaines plus tard, j'ai eu la dernière mise à jour sans la demander. Julien m'a dit que Chloé avait commencé à raconter aux gens qu'on avait rompu parce que je ne supportais pas sa franchise, que j'étais intimidé par son assurance, que j'étais parti parce que je me sentais inadéquat. J'ai presque ri quand il l'a dit, non pas parce que c'était drôle, mais parce que c'était prévisible. Il a dit que plus personne ne la contredisait vraiment. Il la laissait juste parler jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle. L'énergie autour d'elle avait changé. Les gens ne la validaient plus comme avant. Ils ne se précipitaient plus pour la rassurer. Ils écoutaient, c'est tout. Et ce silence la dérangeait plus que les disputes ne l'auraient jamais fait. J'ai réalisé quelque chose d'important alors. Partir n'a pas seulement mis fin à la relation. Ça m'a retiré de son circuit de validation.
Elle ne pouvait plus obtenir de réaction de ma part. Alors, elle a essayé d'en obtenir des autres. Et quand ça a échoué, elle s'est retrouvée avec ses propres mots qui lui revenaient en écho. Pendant ce temps, ma vie ne s'est pas améliorée de façon cinématographique. Pas de promotion soudaine, pas de nouvelles relations, pas de revanche éclatante. Ce qui s'est amélioré était interne. J'ai arrêté de remettre en question mon ton dans les conversations. J'ai arrêté de sentir que je devais mériter un respect de base. J'ai arrêté de me faire petit dans des pièces où je n'avais rien fait de mal. Un soir, je me suis assis sur mon canapé et j'ai repensé au moment précis où elle a dit « Tu ne seras jamais assez bien pour moi ». Et pour la première fois, je me suis senti reconnaissant qu'elle l'ait dit tout haut. Parce que si elle ne l'avait pas fait, je serais peut-être encore là à essayer de prouver quelque chose qui n'a jamais été sujet à débat. Certaines affirmations ne sont pas des insultes. Ce sont des issues de secours. Et la chose la plus saine à faire est de les emprunter. J'écris cette dernière partie parce que les gens demandent toujours quelle est la leçon, ce que je dirais à quelqu'un d'autre s'il se trouvait là où j'étais ce soir-là. Voici, quand quelqu'un vous dit ce qu'il pense que vous êtes pour lui, écoutez-le la première fois. Ne débattez pas. Ne négociez pas. N'essayez pas de regagner votre place. Chloé m'a dit que je ne serais jamais assez bien pour elle. Elle l'a dit en public parce qu'à un certain niveau, elle pensait que c'était sans danger. Elle pensait que je resterais, que je discuterais, que je me rabaisserais, que je ferais plus d'efforts. Je n'ai rien fait de tout cela. J'ai été d'accord avec elle et je suis parti. Ce choix ne m'a pas rendu fort du jour au lendemain. Ça ne m'a pas rendu impressionnant. Ça m'a juste rendu honnête. Honnête sur ce que j'étais prêt à accepter et ce que je ne l'étais pas. Depuis, rien de dramatique n'est arrivé. Je suis allé au travail. J'ai vu des amis. J'ai eu des nuits calmes où j'ai réalisé à quel point j'étais tendu avant, sans le savoir. Toute l'énergie que je dépensais à gérer la perception que quelqu'un d'autre avait de moi. Je ne la hais pas. Je ne lui souhaite aucun mal. Je ne participe simplement plus à une dynamique où le respect est conditionnel.